Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents ici à la Cité Miroir pour cette conférence des territoires de la mémoire. Je remercie aussi, on aura l'occasion de revenir sur le parcours tout à l'heure, mais les intervenants et les intervenantes de cette soirée. Donc aujourd'hui, on va parler de la propagande d'extrême droite hier et aujourd'hui, ou comment ont évolué les discours, les mots, le champ lexical de l'extrême droite en presque 100 ans maintenant. Et c'est très cohérent avec ce qu'on fait au quotidien au territoire de la mémoire, ce lien entre le passé et le présent, comment on utilise ça pour transmettre de la mémoire et au final en faire aujourd'hui un outil d'éducation à la citoyenneté, un outil de résistance. Cette rencontre, elle s'inscrit dans un contexte un tout petit peu plus large. Alors, d'une part, elle fait suite à un événement la semaine dernière, donc, qui était la présentation, la rencontre apéro du podcast de Johann Berger, qui est ici, qui animera ce soir. Donc podcast qui s'appelle Mon arrière-grand-oncle nazi et dont on vous parlera tout à l'heure. La rencontre s'inscrit aussi dans le cadre de notre campagne Triangle Rouge, qui, comme à chaque année électorale, a pris place. Campagne Triangle Rouge, vous avez des triangles à l'entrée, donc campagne de lutte, de résistance contre l'extrême droite, contre ses idées, contre ses mots. Donc tout se tient effectivement. Et directement, je vais passer la parole à Johann Berger pour la suite de la soirée. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux, si nombreuses. On se demande combien vous auriez été. Alors, nous aurions été si on n'avait pas limité les places. Franchement, c'est génial, on n'en revient pas. Et il paraît qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes à une conférence des territoires de la mémoire. Donc, cool, vraiment, c'est super. Donc, j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes sans doute inquiète de la vague brune qui s'abat sur l'Europe, plus que jamais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ce soir, on va essayer de réfléchir aux leçons qu'on peut tirer du passé pour comprendre les racines des mots qui nous occupent aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut débusquer la propagande populiste et xénophobe contemporaine à l'aune du passé, et comment est-ce qu'on peut surtout résister collectivement. À mes côtés, on va se tutoyer ce soir parce qu'en fait, comme on vient de le dire, j'ai fait un documentaire sur mon arrière-grand-oncle qui était nazi. Et je vous en reparlerai sans doute, mais du coup, j'ai rencontré Benjamin Biard et Clément Ferrier pendant mes recherches. Benjamin, on se connaissait d'avant, en vrai. Mais donc, on va se tutoyer, on va pas faire semblant. Donc, Clément Ferrier, tu es chercheur à l'université de Bordeaux-Montaigne et tu es actuellement en train de rédiger ta thèse autour du mouvement Rex et de sa propagande. Bonsoir. Bonsoir à tous. Benjamin Biard, tu es politologue, expert de l'extrême droite contemporaine au CRISP. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu la tête de Benjamin dans les médias, mais quand il s'agit d'extrême droite, c'est lui. Et là, avec les élections, on est très occupé. Merci beaucoup d'être là à tous les deux. Je suis très heureuse de vous avoir rassemblés, de vous voir rassemblés. J'assume que c'était mon idée de vous avoir rassemblés ici ce soir. Et donc, la conférence, l'échange va durer environ 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie, et puis il y aura un temps de questions-réponses. Donc, moi, je m'appelle donc Johann Berger et je suis journaliste indépendante. Et depuis des années, je travaille à essayer de comprendre la montée des extrêmes dans ma pratique journalistique. Et je fais partie notamment d'un collectif qui répertorie et compte les publicités politiques sur les réseaux sociaux. Et il se fait que, hasard de la vie, drôle d'histoire de la vie, j'ai découvert que mon arrière-grand-oncle était le chef de propagande de Rex. Et donc, c'était évidemment passer le choc. J'ai fait de cette histoire... j'ai enquêté sur cette histoire et j'en ai fait un documentaire en cet épisode qui s'appelle donc Mon arrière-grand-oncle nazi. Et c'est donc avec cette casquette à la fois d'experte, en fait, quand même, du sujet, d'une certaine manière, et en même temps d'intervieweuse que je suis là ce soir. Devant vous, et donc de temps en temps peut-être que je glisserai des anecdotes qui me font penser aux recherches et aux découvertes que j'ai fait à la fois dans mon enquête
au cœur des archives et dans ma pratique de journaliste de tous les jours. Donc, on se lance. Première question, pour toi Benjamin, qu'est-ce que ça t'évoque, le titre de la soirée, Propagande d'extrême droite hier et aujourd'hui? Est-ce que toi, en tant que politologue, cette continuité avec le passé, tu éclaires cette continuité entre passé et monde contemporain? Est-ce que c'est clair dans ta pratique de tous les jours? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation, j'en profite avant de répondre directement à cette question. Mais je pense effectivement, tu as dit le terme, c'est la continuité. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental lorsqu'on parle de l'extrême droite, c'est une forme de continuité. C'est pas un phénomène nouveau, même si on a tendance à en parler beaucoup dans les médias aujourd'hui notamment, mais c'est un phénomène déjà assez ancien qu'on peut retracer jusqu'à la Révolution française, ou en tout cas un mouvement de contre-révolution française plus précisément, qui s'est développé, incarné de différentes manières, à travers des partis politiques, à travers des mouvements, des penseurs, des intellectuels, entre guillemets, aussi à travers le monde. Ce n'est pas une réalité propre, certainement pas à la Belgique, ni même à l'Europe. Et donc, il y a une certaine forme de continuité lorsqu'on parle d'extrême droite. Par contre, c'est effectivement très intéressant d'avoir notamment ce type de soirée pour voir les éléments de continuité, les éléments de ressemblance par rapport au cas d'extrême droite que l'on a connu, par exemple, avec l'expérience rexiste dans les années 30, début des années 40 aussi, parce qu'il y a quand même certains ressorts sur lesquels l'extrême droite aujourd'hui essaie de se développer différemment, essayer de gagner en légitimité. On reviendra certainement sur ces techniques de dédiabolisation, de normalisation dans le cours de la soirée. Et on voit donc qu'elle essaye un petit peu de se présenter sous un nouveau jour, à travers un nouveau vocabulaire, des nouvelles figures, évidemment, à travers le temps, mais même dans un laps de temps plus court, pour gagner en légitimité et essayer de revenir, puisqu'elle a déjà été dans un certain nombre de cas, au pouvoir. Et on voit clairement que depuis le tournant du XXIe siècle, on a un nombre de cas croissant de partis d'extrême droite qui sont revenus aux manettes, au pouvoir, dans un nombre de pays de plus en plus important. On a parlé récemment dans les médias de l'Autriche, puisqu'il y a eu des élections législatives en Autriche ce dimanche dernier. Le parti d'extrême droite FPO est arrivé en tête, largement en tête de ces élections. En réalité, c'est un parti qui se développait déjà très bien, notamment dans les années 90, et qui a intégré un gouvernement au début des années 2000. Pourquoi je cite cela? Parce qu'à l'époque, c'était assez rare de voir un parti d'extrême droite en Europe occidentale, centrale et orientale, on peut encore en débattre, exercer des responsabilités gouvernementales. Aujourd'hui, on voit que les cas se sont multipliés, et on se questionne plutôt, on y reviendra sans doute aussi côté belge francophone, mais sur les cas où l'extrême droite ne se développe pas, parce que c'est plus cela aujourd'hui qui interpelle dans une certaine mesure que les cas où elle se développe, puisqu'elle se développe très bien dans un très grand nombre de pays européens et même extra-européens. Donc c'est vraiment cet élément de continuité, donc me semble-t-il, à travers le temps de l'extrême droite, des éléments qui caractérisent à minima ce qu'est l'extrême droite, inégalitarisme, nationalisme exacerbé aussi, et je pense que c'est important, une certaine forme de radicalisme dans les propositions et dans les moyens d'action. L'extrême droite, ce n'est pas qu'une droite plus à droite qu'une autre, c'est aussi une droite extrême. Ce sont ces éléments qui font de l'extrême droite une certaine forme de continuité, mais avec des éléments qui viennent un peu en faire la modernité, si j'ose dire, à certains égards. Et toi, Clément, donc toi, ton quotidien, c'est de fouiller les archives, dans le cadre de ta thèse, mais tu vis en France, tu étudies l'extrême droite, le parti Rex, donc mouvement, tu nous expliqueras dans un instant, mais le mouvement Rex, peut-être rappeler aussi le mouvement Rex, ce que c'est, mais donc tu étudies le mouvement Rex belge, mais depuis la France, tu es français. Et récemment, enfin actuellement en France, bon, tu vis dans un pays avec un climat politique particulier. Qu'est-ce que ça fait d'étudier l'histoire et l'histoire de l'extrême droite belge dans un pays à l'extrême droite, si pas au pouvoir, très très proche de la première place du pouvoir? Alors bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, ça a l'air. Je remercie, donc Jeanne, je te remercie pour l'organisation de cette soirée. Benjamin aussi, je suis très content d'être là. Enfin, et je remercie. Voilà, et je ne vous oublie pas, les territoires de la mémoire, pour quelque chose qui est très important pour en parler donc de l'extrême droite. Effectivement, comme tu viens de le dire, Jeanne, je suis français. Je viens d'un pays où on a toujours cru que l'extrême droite ne reviendrait jamais après l'expérience vichiste pendant la Seconde Guerre mondiale, après 2002 où Jean-Marie Le Pen était au second tour.
Et depuis une dizaine d'années, on voit l'extrême droite au port du pouvoir. Et en tant qu'historien travaillant sur la propagande, sur un mouvement d'extrême droite des années 30 en Belgique, et on analyse ça en tant que Français, que oui, l'extrême droite revient, l'extrême droite est en danger aussi. Et elle est en danger en France parce que, contrairement à la Belgique, pour l'instant, et j'espère que ça n'arrivera jamais, l'extrême droite fait 30% chez nous. L'extrême droite est devenue quelque chose de totalement normal. On a une parole autour de l'extrême droite qui fait que l'extrême droite est invitée sur les plateaux de télévision, est invitée à CNews, BFM, est invitée à l'Élysée par notre président de la République. Donc effectivement, on est dans un contexte qui est très particulier et évidemment, ça rentre en résonance avec, quand on regarde le Rassemblement national notamment, ça rentre en résonance avec Rex, même si c'est pas le même pays, parce que des méthodes, et je pense qu'on va pouvoir l'approfondir ce soir, les méthodes de propagande du mouvement rexiste dans les années 30 en Belgique ressemblent aux méthodes de propagande qu'on voit dans d'autres pays des années 30, mais ressemblent aussi aux méthodes de propagande, même si on n'appelle plus ça propagande, on appelle ça de la communication politique aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose au fond. On voit également des ressemblances avec le Rassemblement national, et le mouvement rexiste est même au cœur du Rassemblement national, et je reviendrai rapidement dessus après, mais Léon Degrelle est mort en 94, c'était le chef du mouvement rexiste, et jusqu'à 94, en Espagne, il y avait des Français du mouvement du Rassemblement national qui venaient discuter avec Léon Degrelle en Espagne, et notamment Jean-Marie Le Pen et Alain Delon étaient des grandes personnalités, et on a des photos d'Alain Delon, je vois certaines têtes, mais d'Alain Delon et Léon Degrelle en Espagne dans les années 80, et Jean-Marie Le Pen était effectivement proche de Léon Degrelle également. On voit directement cette continuité historique et politique. On dit souvent que la période qu'on vit actuellement ressemble aux années 30. Dans les crises qu'on traverse, les crises sociales, économiques, identitaires, il y a quelque chose qui ressemble. Et c'est à ce moment-là, dans les années 30, qu'est né le mouvement Rex. Est-ce que tu peux revenir, Clément, sur le contexte historique de l'émergence de Rex et peut-être rappeler en fait au public, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est Rex, mais dans les grandes lignes, Rex d'avant-guerre. Alors, rapidement sur le contexte belge, à la manière de plein d'autres pays, la Belgique est touchée par la crise de 29. Donc en 1929, la bourse à New York s'effondre. 2 ans plus tard, parce que les temporalités des crises économiques sont très longues, 2 ans plus tard, ça touche les pays européens, notamment la Belgique, et on rentre dans un marasme économique, on a une grande crise, comme dans d'autres pays. Et cette crise a permis à des mouvements d'extrême droite, tout le monde, je pense au nazisme en Allemagne, et l'un des facteurs qui permet au nazisme d'arriver au pouvoir. En Belgique, ça s'est passé assez différemment, parce qu'au moment où Rex arrive plus ou moins sur la scène politique, donc fin 1935, la crise économique est derrière. Elle n'existe plus. Et le mouvement rexiste, en fait, c'est un chef, Léon Degrelle, et autour de lui vont graviter plein de personnes. Tout d'abord, ça commence à l'université de Louvain, donc Leuven. Léon Degrelle était un étudiant en droit, c'est mauvais, grosso modo, et dans les mouvances catholiques, dans le mouvement catholique, et notamment dans l'Action catholique pour la jeunesse belge. Et autour de lui, il va avoir plein d'autres jeunes journalistes, étudiants à Louvain, qui font leurs humanités, qui font leurs droits, et qui intègrent l'Action catholique pour la jeunesse belge. Rapidement, Léon Degrelle, il va rentrer au journal Le XXe siècle, avec en même temps qu'Hergé, et ensuite, il va prendre la direction des éditions Rex Louvain, d'où vient le nom du mouvement rexiste. Plusieurs choses se passent. Rapidement, on note un début de radicalisation. Léon Degrelle en a un peu marre de publier des ouvrages juste pour les jeunes, pour le catholicisme, des ouvrages de messe. Il veut faire de la politique. Et en 1935, il va rompre tous les liens entre lui, les éditions Rex, et la centaine de jeunes rexistes qui sont autour de lui, et le Parti catholique belge, et se lancer en politique. Et entre 1936, donc le moment où vraiment Léon Degrelle et le mouvement rexiste deviennent des éléments politiques à part entière, et 1940, la campagne des 18 jours et l'invasion allemande, on va voir un mouvement qui va se positionner sur l'antiparlementarisme, sur de l'antimaçonnisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie, mais également avec, au tout début, en 1936, une volonté de balayer les pourris, je crois qu'on y reviendra après, et notamment de même aller plus loin de balayer les pourris. Il veut purger la vie politique, ce qu'il appelle le pays légal, c'est une distinction qui est faite par Charles Maurras, purger le pays légal de tous ceux qui profitent de tous les hommes politiques qui ont des cumuls de mandats et dans des sociétés,
Et en fait, c'est ça l'aventure rexiste, et ce que beaucoup ont appelé à ce moment-là l'aventure rexiste, ce sont des aventuriers en politique, c'est essayer de purger la Belgique de ce qu'ils considèrent comme étant des maux, des problèmes, pour réussir à créer un État rexiste avec une révolution nationale. Mais il faut quand même bien se figurer que quand le parti rexiste se présente aux élections de 1936, il vient de naître. Et ce sont vraiment des jeunes, comme Clément vient d'expliquer, qui sont rencontrés à Unif. Et ce parti qui vient de naître gagne 12% des voix. Ce qui est vraiment énorme. Et donc, ce fondement anti-système qui utilise quand même le ressentiment de la population, parce que même si la crise économique est terminée, la population a souffert et ils jouent de ça, d'où les pourris, c'est eux. Ce discours anti-système, Benjamin, cette idéologie, est-ce qu'elle fait écho au mouvement populiste et xénophobe contemporain ? Complètement. Donc aujourd'hui, on peut véritablement trouver toute une série de facteurs qui permettent de comprendre le développement des formations, je vais les appeler extrême droite, parce que les populistes peuvent ne pas être seulement d'extrême droite, si tu me permets de parler uniquement sous cet angle idéologique ici, peuvent s'expliquer à travers des éléments de nature économique. C'est vrai, une crise économique peut affaiblir la société de manière générale et contribuer à un vote parce que on va jouer sur certaines difficultés que connaissent la population lorsqu'on est à l'extrême droite de l'échiquier politique pour dire voilà, l'immigration va rendre encore plus compliqué le fait de pouvoir retrouver un emploi si vous êtes au chômage, ou alors vous risquez de vous retrouver dans une situation de précarité sur la question de l'emploi ou bien d'autres questions bien évidemment aussi. Et donc c'est un élément qui peut favoriser l'extrême droite, mais on a des contre-exemples de pays qui se portent particulièrement bien, la Norvège, la Suisse par exemple, et où l'extrême droite pourtant se porte aussi très bien. En Suisse, aujourd'hui, ça fait 21 ans que l'Union démocratique du centre, l'UDC, est la première formation politique à la Chambre basse, au Conseil national. Donc on voit qu'on a ici un contre-exemple. À l'inverse, certains pays où, d'un point de vue économique, la situation était très difficile, socio-économique, a été très difficile, notamment après la crise de 2008, où l'extrême droite peine ou a peiné jusque récemment à se développer. Je pense à l'Islande, l'Irlande, ou jusque, il n'y a pas très longtemps, l'Espagne, et jusque tout récemment, le Portugal. Donc, effectivement, une crise économique peut booster l'extrême droite, mais ce n'est pas le seul facteur qui peut permettre de le comprendre. Il y en a bien d'autres aussi. En Allemagne, le parti d'extrême droite AfD, qui s'est créé en 2013, donc qui est assez récent, s'est développé notamment dans un contexte de crise migratoire qui a fait suite au printemps arabe à partir de décembre 2010, janvier 2011 singulièrement. Mais plus encore que cela, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des facteurs importants, il y en a un qui transcende tout, je dirais, c'est une crise politique, une crise démocratique profonde, et ça fait complètement écho à cette situation des années 30 notamment, c'est-à-dire une méfiance politique exprimée par un segment de plus en plus important de l'opinion, de la population de manière générale, et pas simplement en Belgique, on l'observe dans nos démocraties occidentales de manière générale. C'est-à-dire une méfiance, pas seulement par rapport à une ou l'autre personne élue qui aurait fait preuve de corruption ou que sais-je, il y a des cas, tout parti confondu, mais plus fondamentalement des personnes qui ont perdu confiance dans le fonctionnement même de notre démocratie représentative, dans le fait d'aller voter pour des représentants à échéances régulières, pour prendre des décisions en notre nom, pour le dire simplement. Et ça, on a pu le vérifier typiquement en 2019, à la sortie des urnes, on a pu observer que les électeurs qui étaient le plus méfiants par rapport au fonctionnement de notre démocratie en Belgique, c'était notamment les électeurs du Vlaams Belang. Dans une autre mesure, mais je ne vais pas créer d'amalgame non plus, mais c'était aussi les électeurs du PTB-PVDA en l'occurrence. Donc on voit que c'est un élément important parce que l'extrême droite alors va jouer sur un ressentiment, je crois que le terme ici est important, au sein de l'opinion, au sein de la population, pour expliquer que avec eux ce sera différent. Eux connaissent les vrais problèmes de la population, eux proviennent, ça c'est ce qu'ils disent, on peut évidemment en discuter, de ce peuple qu'ils prétendent connaître, incarner, et donc peuvent mieux que quiconque encore répondre aux problèmes de la société. Et donc cette dynamique est effectivement cruciale dans les discours d'extrême droite. On reviendra, Clément, on a des archives à vous montrer qui entrent complètement en résonance avec ce discours, ce ressentiment, mais on reviendra dans un instant sur le ressentiment qu'a utilisé Rex. Benjamin, on dit souvent qu'en Belgique francophone, contrairement à la Flandre, nous n'avons pas d'extrême droite. Est-ce que c'est vrai ?
Vaste question. Alors c'est vrai que la Belgique francophone et germanophone, si on veut être tout à fait complet, tout ce qui n'est pas Flandre en Belgique, l'extrême droite peine véritablement à se développer à l'époque contemporaine. Hein, évidemment, sûrement plus loin, il y a eu Rex notamment. Vous êtes le contemporain. Mais voilà, tout à fait. Mais donc, ça fait quand même plusieurs décennies que l'extrême droite ne réussit pas à se développer. Alors, est-ce que pour autant, on peut discuter des causes si vous le souhaitez par la suite, mais est-ce que pour autant il n'y a pas d'extrême droite? Non. Clairement, il y a eu beaucoup de tentatives. Sans doute une des plus connues a été le Front National Belge, créé en 1985 par Daniel Ferret, qui a réussi à obtenir des mandats du niveau local, au niveau européen d'ailleurs, en 94 en l'occurrence aussi. Il y a eu toute une série de tentatives de voir des formations telles que celle-là se développer. La plus récente, ça a été le parti Chez Nous, créé en 2021, qui s'est présenté aux urnes le 9 juin dernier, qui n'a pas réussi son pari de décrocher ne fût-ce qu'un siège au sein d'une assemblée parlementaire au niveau régional ou fédéral. Je le souligne parce que le parti Chez Nous, quand même, avait quelques atouts qui lui auraient permis, par rapport à d'autres partis d'extrême droite par le passé, de remporter, alors peut-être pas un siège, mais en tout cas des meilleurs scores que ce qu'il a pu réaliser. Un de ses atouts, c'était une communication importante sur les réseaux sociaux. Alors on peut évidemment toujours en débattre. C'était un peu plus de mémoire et sous ton contrôle de 36 000 € qui ont été dépensés avant les élections du 9 juin depuis leur création. Alors c'est bien peu si on compare avec le Vlaams-Belang, mais pour un parti qui officiellement n'a pas de finances pour fonctionner, je dis officiellement parce que dans les faits, là aussi, ça peut évidemment se discuter, c'est déjà pas mal. Deuxième atout, il bénéficiait jusqu'à un certain point, là aussi on peut nuancer tout cela, de soutien en Belgique et à l'étranger, en Belgique du Vlaams-Belang, et ce soutien était aussi financier. C'était un soutien par lequel le Vlaams-Belang accordait au parti Chez Nous le fait de ne pas déposer de liste en Wallonie, en échange de quoi Chez Nous ne déposait pas de liste à Bruxelles. Donc c'est un petit peu faire la place, d'une certaine manière, au parti Chez Nous. Le RN, jusqu'il y a encore quelques mois, avait amené son soutien aussi pour le parti Chez Nous. Donc c'était une deuxième force, d'une certaine manière, pour ce parti, qui pouvait ainsi espérer gagner en crédibilité. Et troisième élément, il y en a peut-être d'autres, c'est le fait que ce parti s'est présenté seul à l'extrême droite de l'échiquier politique aux élections. Pour l'élection régionale wallonne, par exemple, c'est la première fois, depuis la première élection directe de ce Parlement, en 1995, donc, que l'extrême droite n'est pas divisée, se présente en rang uni à l'électeur. Donc elle aurait pu espérer se développer davantage, mais elle n'a pas réussi ce pari. Et depuis lors, d'ailleurs, certains demandent des comptes, notamment au président de cette formation. Elle semble en déliquescence totale, puisque seules 6 listes, dont 2 seulement sont complètes, sont présentées en vue des élections communales du 13 octobre prochain, à travers l'ensemble de la Wallonie. Donc c'est évidemment très peu. Donc on voit qu'il y a effectivement des tentatives, mais qui n'arrivent pas à porter. Et simplement, en un mot, pour quand même être un petit peu plus précis, là je parle des partis d'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas d'extrême droite en Wallonie? Je pense que là on peut répondre par contre par la négative. Il y a une demande électorale, il y a des personnes prêtes à rejoindre un mouvement, à voter pour un parti. Les idées d'extrême droite, elles circulent très bien, fortement en Wallonie, notamment parce que les réseaux sociaux n'ont pas de frontières, la fachosphère n'a pas de frontières, et donc on peut observer que ces idées circulent très bien, et donc il faut évidemment répondre avec beaucoup de nuances à cette question de l'absence de l'extrême droite en Wallonie, parce que les idées sont là, la volonté est là aussi. Il y a simplement certains freins, certaines difficultés qui aujourd'hui semblent se poser, mais qui demain pourraient sauter et permettre, peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne peut le croire, à un parti d'extrême droite de se développer, comme ça a été le cas ces dernières années en Allemagne, au Portugal ou en Espagne par exemple. Merci pour cette mise en contexte donc, de l'émergence de la montée des extrêmes. Maintenant, on va passer à la propagande pure. Il y a un article que j'adore, qui a gagné le prix européen de la presse en 2019, qui a été écrit par l'Autrichienne Nina Horacek, je ne sais pas comment on prononce, et qui décrit en détail la méthode. Elle a étudié la propagande d'extrême droite dans plusieurs pays, et elle a décrit une méthode en 7 points pour prendre le contrôle des médias et influencer l'opinion publique. Vous pouvez voir cette étape, construire son propre empire médiatique. J'imagine que quand on vous dit ça, vous avez des images en tête, ça vous parle. Diffamer les critiques, instaurer la peur à travers des fake news, utiliser les réseaux sociaux comme amplificateurs, exercer une pression sur la liberté de presse
se procurer une radio publique, détruire les critiques à l'aide d'outils financiers. Clément, est-ce que cette liste résonne avec vos recherches, avec tes recherches, à l'exception, bien sûr, des réseaux sociaux? Alors oui, totalement, et c'est intéressant parce que même la notion de réseau social, on va pouvoir la mettre avec Rex. Alors construire son empire médiatique, oui, parce qu'en fait le mouvement rexiste en 1930, ils n'ont pas beaucoup de solutions pour essayer de vivre, effectivement ils viennent juste d'être créés, et ils vont devoir essaimer dans chaque province, dans chaque petite localité, et ils vont créer des journaux. Alors ça ne part pas de n'importe où, ils partent déjà avec un journal, sobrement intitulé Rex, ils ne sont pas mouillés non plus sur le titre, qui est un hebdomadaire au départ de vie culturelle, tout ça, et ensuite rapidement il devient très politique. Ça c'est vraiment le socle de l'empire médiatique rexiste. Et très rapidement, il va se développer, 3 semaines avant les élections, le 3 mai 1936, ils vont lancer un nouveau journal qui va être au départ juste une feuille de propagande qui va s'appeler le Pays réel, avec toujours la distinction entre pays réel et pays légal de Charles Maurras de l'Action française. Et donc ils vont créer le Pays réel. Ça va être un carton. Pourquoi ça va être un carton? Parce qu'ils vont vendre jusqu'à 1 million d'exemplaires le week-end. Et quand je dis vendre, c'est très rapide. Ils vont donner gratuitement des journaux dans la rue, ce qui va permettre de faire monter les chiffres. Et donc rapidement, l'empire médiatique va se construire. On va avoir un premier journal donc national, le Pays réel. Ensuite, son équivalent en octobre 1936, côté flamand, qui va également s'appeler De Nieuwe Stad. Je vous excuse pour une prononciation affreuse du néerlandais. Donc là, on a eu des exemples de Rex juste avant. Pardon, je passe vite. Ah. Mais donc pour construire, je vais aller vite. On t'écoute et puis on regarde. Pour construire l'empire médiatique, donc on a Rex, le Pays réel, De Nieuwe Stad, et ensuite on va voir se créer. Donc Rex va être décliné en allemand, va être décliné en néerlandais, et ensuite on va voir se créer dans les localités un nombre inquantifiable en fait, et aucun chercheur n'a réussi à quantifier. Moi pour l'instant j'en ai environ 110 des publications rexistes, des journaux qui ont été créés, et donc ça tombe bien qu'on soit à Liège ce soir. C'est un grand bastion rexiste, et c'était la cité ardente était vantée par Léon Degrelle comme le bastion rexiste, et la ville devait être à l'image de ce que devait être Rex. On a environ 5 à 7 journaux qui sont créés dans la ville sur 4 ans, entre 1936 et 1940. Donc on va avoir véritablement cet empire médiatique en termes de presse, on va le retrouver. Et à côté, il y a toujours les éditions Rex Louvain qui vont continuer à publier des livres, on va avoir plein de brochures politiques, des tracts, donc on a vraiment toute une organisation derrière politique. Diffamer les critiques, Léon Degrelle était très fort. De toute façon, Léon Degrelle était très fort pour une seule chose, c'était parler. Avant la guerre. Après la guerre, c'est autre chose. Mais pour diffamer les critiques, oui, parce que dans tous les articles du Pays réel, tous les articles des journaux rexistes, le but est de diffamer tout ce qui a été fait contre le mouvement rexiste. Les plus grands adversaires du mouvement rexiste, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est le Parti ouvrier belge, les socialistes. Et à chaque article qui est publié dans Le Peuple, on peut retrouver le lendemain une critique faite dans le Pays réel. Instaurer la peur à travers des fake news, bien évidemment, sur la question antisémite, enfin sur l'antisémitisme, sur la xénophobie. Léon Degrelle s'amusait, les rexistes en général s'amusaient à raconter beaucoup de choses, même jusqu'à dire qu'après la guerre d'Espagne, en Belgique, les socialistes allaient venir tuer les curés devant les églises, enfin les prêtres devant les églises. Utiliser les réseaux sociaux, donc je reviens rapidement là-dessus, effectivement, donc on n'avait pas... alors je suis peut-être un peu vieux, mais le réseau social maintenant de l'extrême droite, c'est TikTok. Oui, TikTok. Bon. Donc on n'avait pas cet équivalent-là. Par contre, les rexistes ont créé leur propre réseau social qui était se faire rencontrer entre rexistes le week-end, faire des dîners, faire des repas, faire des sortes de rallyes. Et on avait justement cette création d'une sociabilité pour diffuser les idées et diffuser également à l'extérieur de la sphère rexiste et des propres adhérents de Rex. Exercer une pression sur la liberté de presse, oui, également. Se procurer une radio publique également. Léon Degrelle a même essayé et a réussi presque à lancer sa radio, Radio Rex. Chaque parti à l'époque avait une radio. On avait Radio catholique, la radio socialiste, les libéraux. Et les rexistes ont essayé de lancer leur propre radio, qui a été vendue auprès de l'ex-RTBF, RTB, comme étant une radio pour la diffusion de la culture. Ça n'a pas marché, ils se sont fait interdire, et finalement ils ont réussi à trouver une alternative, c'est que toutes les personnes qui avaient un poste émetteur de TSF diffusaient les discours de Léon Degrelle, ou lisaient les discours de Léon Degrelle. Et donc sur l'ensemble d'une petite localité, on créait des micro-radios rexistes dans tout le pays. Et enfin, détruire les critiques à l'aide d'outils financiers, oui, parce que oui, tout à fait, et même
le mouvement rexiste a acheté des documents, a acheté des gens. Ils avaient toujours besoin d'argent, mais finalement, ils arrivaient toujours à trouver de l'argent pour acheter des informations, acheter des silences aussi. J'ai quelques archives qui mettent bien en avant ça, que Léon Degrelle allait faire des pressions auprès de grands industriels ou de politiques. Et donc oui, en fait, ces 7 points représentent bien la propagande tant d'hier que je pense d'aujourd'hui. Avant de passer à la propagande d'aujourd'hui, il y a juste parce qu'on parle rexiste, d'avant-guerre, d'après-guerre, je voudrais être sûre que tout le monde comprend bien que quand les Allemands sont arrivés, en fait, ils ont collaboré avec les rexistes. Mais on ne parle pas finalement de cette histoire aujourd'hui, on se concentre surtout sur le mouvement Rex d'avant-guerre. Comme ça, on est bien d'accord qu'on parle tous de la même chose. Avant de passer à la propagande d'aujourd'hui et de vous faire réagir, Benjamin, par rapport à ces... on s'en sort pas. On a dit qu'on disait tu et je reviens en vous. Avant de te faire réagir, Benjamin, à ces 7 points, Léon Degrelle, c'était un beau parleur, mais c'était quand même un visionnaire, une espèce de pro de la propagande. Et là, il a aussi instauré des nouvelles techniques de com, quoi, on pourrait dire. Tu peux un peu nous en dire plus ? Alors oui, on avait des... Et peut-être qu'on va commenter en regardant les archives. Donc là, c'est un... Alors là, c'est le rassemblement en 1936 à Turbise. Et effectivement, quelque chose d'assez nouveau en Belgique. Dans d'autres pays, on l'avait. C'était le recours à une symbolique. Donc on avait des drapeaux, on avait Léon Degrelle sur une estrade, et c'est pas une petite estrade. Je pense qu'il a 3 ou 4 mètres de haut et qu'il ne devait pas avoir le vertige. On avait des grands rassemblements en plein air. Et tous les tracts des meetings de Degrelle, c'était rassemblement en plein air. Donc on a le recours effectivement au Lyon. On avait également, alors pas sur celle-là, mais notamment quand il était à Liège, il faisait venir des mineurs pour venir parler, pour dire que oui, le mouvement rexiste était quelque chose qui allait sauver les mines, qui allait sauver... On avait des agriculteurs parfois qui venaient. Donc oui, on a eu un nouveau style de ce qu'on appelle le spectacle politique, qui était totalement... C'était une innovation pour la Belgique, on ne voyait pas ça. Les communistes, les socialistes faisaient un peu ça, mais pas dans ces proportions-là. Léon Degrelle a réussi à rassembler jusqu'à 80 000 personnes dans une logique assez fascisante et en faisant très peur au gouvernement, mais 80 000 personnes aux portes de Bruxelles pour des défilés pseudo-militaires et des grands meetings. Donc effectivement, oui, on a ce recours à ça, le recours à la symbolique du geste. Ils vont, alors je ne vais pas le faire là, mais le salut rexiste est un peu un hybride entre le salut hitlérien, vous voyez tout ce que c'est, et le salut à la romaine qui était beaucoup plus droit et qui était fait par les fascistes. Et on va voir tous ces éléments de ressemblance là. Ouais, voilà, on le voit ici, donc le bras vraiment à la perpendiculaire. Et ils vont même aller plus loin, ils vont créer ce qu'on voit encore aujourd'hui dans les partis politiques, ils vont créer des objets dérivés. Donc je ne t'ai pas envoyé, mais on a des objets dérivés. Donc on va avoir des cravates rexistes, on va avoir des cravates rexistes, des épingles, les savonnettes rexistes aux couleurs du mouvement rexiste, si vous voulez vous doucher avec les couleurs de Rex. On va avoir également... Ça, c'était les premiers à faire ça. Ça, c'était les premiers. On n'a jamais vu ça. On a vu ça dans d'autres pays. En Angleterre, on voyait ça. En Allemagne, on faisait ça. Mais par contre, en Belgique, on n'a jamais vu ça et c'était totalement novateur. Et quel était l'intérêt ? Degrelle avait toujours besoin d'argent. Et quand on vend savon 5 francs belges, alors que normalement, ça en coûtait 1, ça permet également de ramener de l'argent dans le mouvement. Donc, on avait plein de choses pour les repas le dimanche et c'était vendu comme ça. Il fallait avoir l'argenterie rexiste avec les insignes de Rex. Les enfants jouaient avec... soit ils avaient des albums à colorier des manifestations rexistes, soit on avait des jeux de cartes aux emblèmes rexistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, et je pense que certains peuvent y penser. On l'a retrouvé en Allemagne hitlérienne. On avait également tout ça, plein d'objets dérivés sur l'image du nazisme. Et pareil, Léon Degrelle a vendu des photos très chères, parce que je crois qu'elles étaient à 15 francs belges, vendait des photos de lui-même. Il était un peu égocentrique, mais vendait des photos de lui-même pour financer ses campagnes. Et les gens, les vrais rexistes, ils devaient afficher cette photo dans leur salon. Comme ce qu'on peut voir en Allemagne ou ce qu'on voyait en France sous Vichy. Et oui. Ouais, et non, mais je ne savais pas cette histoire de couvert. J'imagine la scène quand les beaux-parents venaient manger le week-end. Mais, voilà. Mais pour la presse rexiste, il y a aussi beaucoup d'innovations. Il y a les couleurs. Degrelle, la presse rexiste s'adresse aux femmes d'une manière particulière. On n'est pas du tout dans un média féministe d'aujourd'hui, mais il s'adresse quand même aux femmes, chose que la presse traditionnelle ne faisait pas à l'époque.
Et donc, ces grands titres, ça, c'est aussi nouveau, quoi. Ça, c'est totalement une innovation. Si vous avez un peu de curiosité, vous regardez le XXe siècle ou le peuple en 1936-1937. En fait, c'était, comme ce qu'on peut voir et ce qu'on imagine dans le journal de cette époque, des tout petits caractères, énormément d'informations. Et en fait, au premier coup d'œil dans un kiosque à journaux, vous ne voyez pas grand-chose. Les rexistes, alors là c'est en noir et blanc parce que je l'ai qu'en noir et blanc, mais ont décidé de changer ça, voilà, de mettre des couleurs, de mettre des grands titres, des images, des choses accrocheuses, d'une typographie qui était très particulière. Pourquoi ? Parce que pour vendre, il faut se démarquer. Et c'est comme un objet, n'importe quel objet, c'est de la publicité. Quand vous passez dans un magasin, dans un rayon, et que vous voyez quelque chose de rouge, votre cerveau va aller vers l'objet rouge. Et bien les rexistes, ils ont créé ça. Ils ont créé de la publicité, de leur propre propagande politique. Et ça a permis de se démarquer et d'avoir des ventes qui étaient exceptionnelles. Ça allait même plus loin parce que sur ces couvertures-là, vous les détachiez et vous pouviez les accrocher. Alors, c'est un fait, c'est exceptionnel pour moi en tant que Français, mais je vois beaucoup de gens avec des images politiques sur leurs fenêtres. Ici, nous en France, je pense que c'est interdit, mais je suis pas sûr, mais on ne connaît pas ça. Mais les rexistes, en fait, ont aussi développé ça et ont fait que les couvertures puissent être détachables et placardables partout. Donc, vous les mettiez à l'usine, en salle de pause, au travail, sur vos fenêtres. Et ça permettait au mouvement de vendre un journal, de ne pas dépenser pour de la propagande, mais d'avoir quand même une affiche de propagande. Donc effectivement, les grands titres étaient quelque chose de très développé, les couleurs aussi, et on va le retrouver, donc là on le retrouve dans Rex, on le retrouve ensuite dans Le Pays Réel, dans toutes les petites publications. Donc ça, pour l'arrondissement de Louvain, on avait également ces grands titres-là, et c'est vraiment la marque de fabrique des journaux rexistes. Et on va voir qu'avec le temps, progressivement, les autres journaux, sauf certains, donc le XXe siècle, Le Soir, qui vont rester très traditionnels, vont commencer à réutiliser ces méthodes-là. Donc, Rex lance le pas des nouvelles méthodes. Et alors, si vous êtes curieuse, le site Belgica Presse, sur Belgica Presse, vous pouvez avoir accès à toutes les archives de presse, c'est gratuit. C'est la KBR qui a tout numérisé. Je ne savais pas ces affiches, je n'avais jamais entendu parler de ces affiches à déchirer. C'est une bonne idée, Léon. Mais... Il en avait quelques-unes. Eh ben, je t'ai fait prendre plein de notes, Benjamin. Est-ce que peut-être plutôt réagir, est-ce qu'il y a des éléments auxquels, avant de rentrer dans vraiment la propagande du Vlaams Belang, qui est aussi leader en termes de communication politique en Belgique et qui tire les autres partis, est-ce que tu as envie de réagir à des éléments ? Il y a certainement beaucoup d'éléments sur lesquels je voudrais réagir, sur le ton peut-être de l'ironie. Je dirais que Marine Le Pen et Jordan Bardella, eux, offrent leurs photos aux militants. C'est un petit peu le cadeau, si vous avez la patience d'attendre. Vous pouvez même avoir la signature. Mais là, c'est plutôt pour la boutade qu'autre chose, évidemment. Mais simplement, ce sont encore des méthodes selon lesquelles, évidemment, les gadgets en période de campagne électorale, c'est interdit. Donc ce n'est plus le cas en Belgique aujourd'hui, en tout cas durant cette période, y compris un stylo ou autre, quel que soit le parti. Mais pour le reste, il y a encore énormément d'éléments, évidemment, qui restent d'actualité, avec évidemment une forme 21e siècle, l'histoire est passée par là. Mais l'extrême droite, certes, mobilise beaucoup de nouveaux outils de communication, mais aussi les plus classiques, les plus anciens, restent toujours d'actualité, que ce soit des meetings, y compris en extérieur, qui parfois peuvent rassembler beaucoup. Souvenez-vous, on était en 2020, juste avant la formation du gouvernement De Croo, le Vlaams Belang et d'autres mouvements d'extrême droite avaient appelé à une manifestation motorisée sur le site du Hezel, motorisé parce qu'on était en pleine période de crise sanitaire, il n'était plus permis de se réunir physiquement. C'était plus de 10 000 véhicules qui s'étaient rassemblés. C'est évidemment énorme. C'est une technique finalement assez ancienne, peut-être pas de manière motorisée, là c'était l'innovation du moment, mais ça traduisait quand même cette capacité à rassembler des personnes qui pourraient très bien rester chez elles bien tranquillement au lieu de cela. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine, là aussi, continuité dans certains modes de communication, peut-être d'autres, mais c'est peut-être pour après. Oui, mais donc en fait tous ces éléments dont Clément vient de parler, ça a permis, je le rappelle, à ce mouvement rexiste qui venait de naître en quelques mois d'avoir 12% des voix. C'est pour ça qu'on insiste autant sur la propagande, parce que vraiment ce mouvement n'existait pas. C'est assez difficile en fait d'imaginer
aujourd'hui la fulgurance. Puis il est retombé, et puis il y a eu la guerre, et il a collaboré. Mais voilà, l'importance avec une propagande novatrice, enfin c'est horrible de dire ça, mais innovante quand même d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut très rapidement, pour rebondir sur ce que tu disais, Benjamin, on ne voit pas venir, on ne sait pas trop que c'est là, et en fait, très vite ça peut changer la donne vraiment au niveau électoral. Je reviens à la liste. Benjamin, est-ce que tu peux, par rapport à la Belgique, peut-être la commenter par rapport aux partis d'extrême droite, les partis d'extrême droite en Belgique? Oui, peut-être en prenant un ou l'autre élément en particulier. Bon, instaurer la peur et à travers des fake news notamment. Alors, instaurer ou créer de la peur ou jouer sur les peurs des gens, parce que ça c'est un ingrédient typique de l'extrême droite, c'est d'une certaine manière titiller les instincts primaires, raison pour laquelle ça peut aller rapidement aussi. À partir du moment où on va titiller les instincts primaires, comme je disais, de la population, parfois dans des contextes de fragilité, économique par exemple, mais pas seulement, eh bien c'est beaucoup plus facile alors de venir avec vos propositions, souvent simplistes, toutes faites, d'autant plus lorsqu'il y a de la désinformation, des fake news. Là aussi c'est pas quelque chose de nouveau en soi, mais on voit qu'elles se multiplient, elles circulent beaucoup plus rapidement grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux dans ce cas. Et donc clairement, la question de la peur est centrale pour le vote d'extrême droite, ce qui explique aussi que des personnes qui n'ont pas une adhésion particulière aux idées d'extrême droite peuvent voter extrême droite. Toutes celles et ceux qui votent pour un parti d'extrême droite, souvent il y a plus d'hommes que de femmes, plutôt ceux que celles, mais enfin ça évolue aussi, eh bien peuvent, à un moment donné, ne sont pas nécessairement racistes ou xénophobes, ce sont des personnes à un moment donné qui peuvent succomber à certaines peurs et se disent, ce parti-là, j'ai confiance. On a essayé de voter, on entend beaucoup ça, notamment dans le nord de la France, on a essayé communiste, on a essayé sarkozyste, on a essayé socialiste, on va maintenant essayer le péniste, pourquoi pas, ou Jordan Bardella, mais enfin ça rime moins, parce que finalement, on n'a plus grand-chose à perdre. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Ça n'explique pas tout pour le vote. Il y a aussi un vote d'adhésion à certaines idées, les idées phares et typiques de l'extrême droite. Mais en tout cas, c'est un élément important. Alors, la question des réseaux sociaux, évidemment, mais ça va peut-être faire la transition. On va en revenir, oui, par rapport aux réseaux sociaux, parce que justement, le Vlaams Belang en Belgique est vraiment le parti qui a lancé cette tendance qu'ont les partis en Belgique de faire des publicités massives sur les réseaux sociaux. La Belgique est le pays le plus dépensier d'Europe. Et le Vlaams Belang a toujours été au top des outils de propagande. C'est eux, si je ne me trompe pas, qui ont fait les premiers énormes panneaux publicitaires, qui ont fait de la pub sur les réseaux sociaux et qui ont lancé le rap. Parce que sur les réseaux sociaux, justement, à force de faire des fake news, ils étaient punis, entre guillemets, par Meta. Et du coup, donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu observes. Les partis d'extrême droite sont novateurs, sont toujours à la pointe et tirent les autres partis, un peu comme dans les années 30. Tout à fait. Donc les réseaux sociaux, ils étaient parmi les premiers à investir ces plateformes. J'évoquais tout à l'heure le parti Chez Nous. Compte tenu du cordon sanitaire médiatique qui réduit leur capacité à s'exprimer directement à la radio ou en télévision, par exemple, eh bien, le parti Chez Nous a beaucoup investi les réseaux sociaux de manière à essayer de se faire connaître autrement, de contourner les médias traditionnels pour gagner d'abord en visibilité, puis ensuite espérer gagner en légitimité. Donc on voit que c'est un élément évidemment fondamental, pas seulement en Belgique, mais notamment. Il n'y a pas que cela, il y a des outils plus innovants comme celui-ci, une application sur laquelle vous pouvez poser vos questions, sur laquelle vous pouvez commander le drapeau flamand, mais attention uniquement avec les couleurs noires et jaunes, sans les griffes rouges et la langue rouge, c'est le drapeau officiel de la Flandre. Ce drapeau est plutôt le drapeau séparatiste, si je puis dire, flamingant, sur lequel vous pouvez lire les publications, le magazine, je crois mensuel du Vlaams Belang, qui normalement est réservé aux membres, mais là vous pouvez le feuilleter au format PDF sur en tout cas votre téléphone assez facilement, voire même poser vos questions. Et pour aller encore plus loin et susciter les réactions, en tout cas si c'est toujours de la même manière qu'il y a quelques mois, on distribue même des points, de manière à vous inciter à être actif sur cette application et espérer faire circuler l'information. Là on a parlé des réseaux sociaux classiques, des applications. Il y a évidemment tous les autres réseaux sociaux. TikTok, qui devient un classique, surtout depuis 2020. Il y a Telegram, sur lequel l'extrême droite circule
pas mal les idées d'extrême droite et sur lesquelles sont présents les partis d'extrême droite parce qu'il y a moins de régulation justement de la part du réseau social. Et puis il y a là aussi peut-être les classiques mais innovés. Le Vlaams Belang a créé son propre organe de presse en ligne, son média en ligne, c'est VNews. Ça ressemble un petit peu au logo de la VRT à y regarder de près, sur lequel il propose son interprétation, son analyse de l'actualité, mais évidemment avec ce biais idéologique qui est d'extrême droite, avec des interventions massives de représentants d'extrême droite, des députés, des conseillers communaux éventuellement aussi, et en l'absence évidemment de la plupart, enfin de tous les autres. Donc on voit cette présence très massive sur le web 2.0, je dirais, de manière générale, avec cette multiplication des outils, en plus des méthodes traditionnelles, je pense que c'est important, hein. Ils ont beaucoup misé sur les réseaux sociaux en 2019. En 2024, le Vlaams Belang a beaucoup recouru aussi aux techniques plus traditionnelles, le porte-à-porte, la présence sur le marché pour tracter et distribuer des tracts, ou tout simplement même collecter des signatures. Donc on voit qu'il y a vraiment cette cohabitation de techniques plus anciennes et de techniques complètement innovantes, et ils savent innover. N'oublions pas que le Vlaams Belang est un parti riche aujourd'hui en Belgique, puisque le financement des partis est organisé publiquement, c'est de l'argent public massivement, en fait, qui est investi sur les plateformes du groupe Meta, si on parle de Facebook et Instagram, par exemple. Et à partir du moment où c'est un parti riche, parce que tout simplement, il a une forte présence parlementaire, il a obtenu beaucoup de voix en 2019 et plus encore en 2024, eh bien, il peut investir davantage encore, notamment de manière innovante. Et ce VNews, on revient à cet empire médiatique dont on parlait. Si les journalistes ne vous donnent pas assez la parole à votre goût ou s'ils n'acceptent pas les fausses informations, ben, créez votre propre média. Pourquoi s'embêter? Donc je vous le disais en introduction, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Adlens. Et donc là, on répertorie, on compte les dépenses enfin les publicités politiques sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est les dépenses durant la période de prudence des élections, enfin donc les 4 mois avant les élections de juin, là, les dernières élections. Et donc on voit que le Vlaams Belang est vraiment en tête quoi, des dépenses. Vooruit, avant, ne dépensait pas autant. C'est vraiment lié à la période électorale. Normalement, le Vlaams Belang est toujours suivi de la NVA. Donc, on voit vraiment que c'est le premier, quoi. Il n'y a pas de doute. Et on a aussi fait la liste des personnalités politiques et on voit de nouveau que le président, enfin que Tom van Grieken est vraiment... Enfin, qu'il y a une somme immense qui est dépensée pour Tom van Grieken. Tout ça est sur Internet, hein, il suffit de taper Adlens. C'est sur le site Medium. Et en fait, moi, ça m'a fait penser le Vlaams Belang sur les réseaux sociaux. Quand tu parlais de multiplier les journaux hyper locaux, le Vlaams Belang sur les réseaux sociaux, sa stratégie, c'est de faire des campagnes, par exemple, pour les petits drapeaux, mais petit montant, mais massif. Donc, sur toutes leurs pages, hyper local, mais hyper méga giga local, une campagne quoi. Et donc en fait, ils ont des centaines de campagnes en même temps pour des petits montants. Et ça, c'est vraiment une stratégie qu'on a observée propre au Vlaams Belang, qui me faisait penser un peu à la stratégie de chez nous de absolument être partout et de s'ancrer vraiment dans un territoire hyper local. Donc oui, juste aux dernières élections, enfin pour la période de prudence, c'est quand même 7,5 millions d'euros qui ont été dépensés sur Facebook, enfin sur Meta et Google par les partis belges, principalement les partis flamands. Mais donc, comme Benjamin vient de le rappeler, c'est de l'argent public. Et le Vlaams Belang, donc rien que le Vlaams Belang, 1,5 million d'euros. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle parce que normalement, les dépenses qu'ils peuvent... je comprends pas bien comment elles sont comptées, ces dépenses maximales, mais c'est un autre sujet. Normalement, c'est 1 million. 1 million. Donc, il y a un petit problème, mais on en reparlera. Benjamin, quelles sont les grandes thématiques? On en a déjà un peu parlé, mais qui sont ressassées par l'extrême droite. Tu as parlé de la peur, mais des thématiques vraiment précises. Tu as parlé de l'immigration, de la peur. Quels sont leurs autres éléments de langage? À mon sens, il y a 3 thèmes, 3 enjeux de politique publique assez classiques
développée par l'extrême droite, quelle qu'elle soit, c'est l'immigration, évidemment, un positionnement anti-immigration, anti-immigré, parfois pro-remigration, réimmigration. On entend un petit peu toutes sortes de termes qui existent. Ça, c'est évidemment le thème central sur lequel se développent ces formations politiques. Deuxièmement, c'est la question sécuritaire, la volonté de lutter contre l'insécurité. Alors, entendu comme ça, évidemment, tout le monde est d'accord avec cela. Mais il y a quand même cette équation typique de l'extrême droite, selon laquelle l'immigration accroît l'insécurité. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, en son temps, parlait, enfin en son temps, toujours là, mais des 3 I, islam, immigration, insécurité. Pour lui, c'était une équation et chacun, finalement, provoquait l'autre en ce sens. Et donc, c'est aussi une thématique très importante. De nombreux partis, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, proposaient encore le retour de la peine de mort, par exemple. Ça a disparu du programme du Rassemblement national en France. Un des éléments qui a disparu, il n'y en a pas tant que ça qui ont disparu à mon sens à travers le temps, c'en est un, mais globalement ce sont des positionnements très durs qui peuvent questionner le respect de ces formations lorsque ou si elles arrivent au pouvoir, des droits humains de manière générale, ou plus fondamentalement des principes libéraux de nos démocraties. Et évidemment, c'est en ce sens qu'on peut parler aussi d'extrême droite, et que ce sont des partis, des mouvements qui doivent interpeller. Donc immigration, sécurité, évidemment une posture classiquement anti-establishment, on en a déjà largement parlé, mais la volonté de se présenter comme différent des autres, là où le challenge apparaît, c'est lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Et on le disait tout à l'heure, ils arrivent de plus en plus au pouvoir, mais souvent il y a une forme d'intelligence stratégique, si j'ose dire, qui se développe, avec des formations qui arrivent à la fois à être au pouvoir, et donc à rentrer dans une logique, parce que souvent c'est en coalition avec d'autres, de compromis à certains égards. Le PVV néerlandais, qui a rejoint un gouvernement il y a quelques mois, au mois de juin, a mis de côté sa volonté première de quitter l'Union européenne, sa volonté de prendre toute une série de mesures pour lutter contre ce qu'il considère être une idéologie totalitaire, c'est-à-dire l'islam. Donc on voit toute une série d'éléments qui ont été mis de côté, mais en même temps, ce sont des formations qui, à travers leurs parlementaires aussi, à travers l'appareil de parti, parvient à rester critique par rapport aux autres partenaires du gouvernement, et donc à jouer un petit peu sur deux pieds. On parle parfois de participe-opposition en Belgique, mais c'est un terme qui peut très bien s'appliquer pour ce qui concerne l'extrême droite lorsqu'elle est au pouvoir, et c'est même vital pour elle d'une certaine manière, pour rester, pour conserver cette posture anti-establishment qui est un petit peu sa marque de fabrique. Ayant dit tout cela, il y a évidemment toute une série d'autres thématiques selon les partis, selon les pays qui peuvent s'ancrer davantage. Dans certains cas, ce sont des formations qui se présentent ouvertement chrétiennes, catholiques, orthodoxes, selon évidemment là où elles se développent, et donc avec la défense de valeurs qui sont parfois fortement liées, même si ça peut évidemment dépasser le cadre de ces formations. La création, ou en tout cas le fait de désigner constamment un bouc émissaire, là aussi qui peut varier. Longtemps, et encore maintenant dans une certaine mesure, ça a été le juif, dans le cadre du rexisme notamment. Puis aujourd'hui, de plus en plus de partis ancrent plutôt leur discours dans la lutte contre l'islam et les musulmans, par exemple. Et puis dans certains pays, en Europe centrale et orientale, les Roms particulièrement, pas que, mais c'est un grand classique, font l'objet d'une forme de stigmatisation assez régulière. Ça va, pour certains cas, le Jobbik hongrois, au début des années 2000, a mis en place une milice paramilitaire qui avait notamment l'ambition de gonfler un peu le torse face à ces personnes, notamment en organisant des sorties dans les villages, dans les campagnes majoritairement peuplées de Roms. Donc on voit jusqu'où ça peut aller, se terminer souvent par agression notamment de ces minorités ethniques. Donc on voit qu'il y a toute une série d'éléments qui peuvent aussi être propres à certaines catégories d'extrême droite, ce qui fait que, par exemple, au Parlement européen, il n'est pas toujours aisé pour les uns et les autres de bien s'entendre, parce qu'il y a quand même des différences qui subsistent, même si sur le fond de base, en matière migratoire, sécuritaire, et dans le rapport à l'establishment, si je puis dire, ce sont des formations qui partagent un fond idéologique commun, très certainement, et notamment dans la radicalité des propositions qu'ils proposent, qui mettent souvent la démocratie sous tension, soit comme régime politique. Ça existe encore des représentants de l'extrême droite qui veulent balayer notre fonctionnement démocratique actuel, mais la plupart se présentent comme pro-démocratie, respectent même les règles du jeu démocratique, pour un certain nombre en tout cas, mais à côté de cela, elles ne sont pas pour autant démocratiques parce qu'elles viennent menacer les valeurs qui fondent aujourd'hui notre démocratie. L'état de droit, l'équilibre des pouvoirs, le respect des droits humains
l'immigration, la sécurité, l'establishment, c'est ça que ces 3 thématiques, on les retrouve chez Rex dans les années 30. Oui, on les retrouve tout à fait. Et c'est, sur la question de l'immigration, on va l'avoir aussi. On va retrouver ces thématiques, ces 3 thématiques, mais adaptées entre guillemets aux années 30. Sur la question de l'immigration, au tout début, Rex ne se positionne pas sur l'immigration, c'est pas son fonds de commerce. Rapidement, à partir de 1938, ils vont se positionner sur cette question-là. Et quelle est la grande immigration de 1938 que connaît la Belgique? C'est l'immigration juive allemande et juive autrichienne, après l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche au Reich allemand. Énormément de juifs vont fuir ces régions-là. Et la région la plus proche, c'est passer par Eupen, Malmedy, et essayer de traverser la Belgique pour venir en France. Et donc rapidement, les Rexistes vont se positionner sur ce credo-là, et c'est pas les seuls. D'autres mouvements d'extrême droite de l'époque, la Légion nationale, l'ancienne Ligue nationale flamande, vont aussi se positionner là-dessus et vont utiliser l'aspect économique pour dire bah, regardez, ces juifs, ils traversent la frontière, ils viennent prendre votre boulot. Et en fait, c'est un discours qu'on entend maintenant encore dans l'extrême droite. Donc il faut se battre contre eux. Vous êtes des vrais Belges. Vous n'allez pas pouvoir avoir de travail, vous allez rester au chômage. Sur l'establishment, on a aussi ça. Ça, c'est vraiment le credo rexiste dès le début. C'est venir balayer, ce qu'ils considèrent, avec l'image du balai, venir balayer la vie politique. On va tout remettre à plat, on va créer un État rexiste. On va plus avoir du tout des anciens partis traditionnels. Et ça, effectivement, c'est des rexistes. D'ailleurs, Julien Carlier est sur la photo. Ah, il est où? C'est le deuxième en partant de la gauche. Avec ses lunettes? Non. Avec le cigare. Non, celui avec le cigare. Ah oui, je le reconnais bien. Donc oui, et donc ça en fait c'était... j'ai quand même analysé son Je m'en suis rendu compte quand je te l'ai envoyé. Ça du coup c'est une manifestation rexiste en février ou mars 1936 où ils se baladent avec des balais. Bon, je pense qu'ils balayent pas grand chose, ce sont basiquement des bouts de bois et quelques branchages. Mais ils déambulaient dans la ville pour dire on va venir balayer la vie politique, on va balayer les pourris. Léon Degré les ramène jusqu'à les appeler les banksters, donc une contraction entre gangster et banque, pour venir balayer ces anciens hommes politiques. Donc, alors tout le monde y est passé. On a eu Van Kovelaert du Parti catholique, Van der Velde au Parti socialiste, côté libéral ils y sont tous passés, les 2 Jaspar qui sont passés. Et donc en fait le but c'était de remettre de la propreté. Alors ça peut prêter à sourire de voir des gens, aujourd'hui je pense qu'on en rigolerait de voir des gens passer avec des balais dans la rue, mais le balai était un signe un symbole qui a été utilisé depuis la fin du 19e siècle. On l'a vu en France, on l'a vu dès 1920 dans les dictatures espagnoles. C'est quelque chose qui va parler aux habitants. Et sur la question de l'insécurité, on a moins ce côté-là chez Rex. En termes, une certaine population en Belgique crée de l'insécurité. Par contre, les rexistes vont attaquer les partis traditionnels en disant vous n'essayez pas de défendre les Belges face à la montée du nazisme, face à l'Italie, face aux tensions, face au Front populaire français, à la guerre civile espagnole, face aux communistes, face aux anarchistes. Et donc en fait on va avoir un peu ce modèle-là de vous ne prenez pas en compte la sécurité du pont belge qui a toujours vécu en Belgique. On en a... Enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure, Benjamin, mais je vois que le temps file, donc on va devoir un peu speeder. Mais la normalisation de l'extrême droite, comment ça se passe en France? Enfin voilà, on le voit bien que l'extrême droite est invitée sur les plateaux. En Belgique, comment ça se passe cette normalisation si pas de l'extrême droite francophone, des idées d'extrême droite? Comment elle se passe? Je pense que la question de la normalisation est très importante parce qu'on évoquait tout à l'heure quelques facteurs, crise démocratique notamment, qui permettent de comprendre le développement de l'extrême droite. On ne peut pas le comprendre que par des éléments contextuels ou des éléments liés à des crises. Il y a d'autres éléments, notamment les stratégies déployées par l'extrême droite elle-même. Une de ces stratégies importantes, au-delà des aspects de communication, mais ce sont des outils en fait qui permettent de procéder à cela, c'est cette dédiabolisation, c'est-à-dire une volonté de lisser le discours pour gagner en légitimité, paraître plus respectable. Et l'objectif final, c'est de briser
le plafond de verre qui les empêche d'avoir de plus en plus de voix et donc de se rapprocher des lieux de pouvoir. Alors c'est intéressant parce que généralement cette dédiabolisation, elle s'opère sur le discours, la manière, les termes employés notamment. Ça se passe à travers des actions symboliques aussi. En France, Marine Le Pen a expulsé son père du Front National lorsqu'elle a repris la tête du parti. En Belgique, des sanctions ont été adoptées par Tom van Grieken et le bureau politique du Vlaams Belang à l'encontre notamment de Philippe de Winter, une figure historique, encore aujourd'hui d'ailleurs, du Vlaams Belang, suite à une rencontre avec les néo-nazis d'Aube Dorée, ça devait être en 2015 si ma mémoire est bonne. Donc des actions de nature formelle, sur la forme en tout cas, qui sont entreprises, sur le symbole éventuellement aussi, mais lorsqu'on analyse le fond, il y a quelques exceptions évidemment, j'ai parlé notamment de l'abolition de la peine, enfin, du retour de la peine de mort. Il y a des évolutions programmatiques, mais sur le fond, en réalité, elles sont minimes. Et donc, il faut pouvoir nuancer cette dédiabolisation, même si les faits, et en Flandre, cette dédiabolisation n'a pas été poussée jusqu'à son terme, mais on voit que l'effet, c'est que de plus en plus de personnes se sentent, ont la volonté de voter pour le Vlaams Belang, et plus encore, ne se cachent plus de leur vote. À travers le temps, on voit de plus en plus de personnes qui assument « je vais voter Vlaams Belang, je vais mettre une affiche éventuellement sur ma voiture ou sur la fenêtre, tu en parlais tout à l'heure, Vlaams Belang, Tom van Grieken ou autre ». C'est de plus en plus assumé, et ça c'est un des résultats de cette dédiabolisation. Ça c'est un des aspects du problème. Le deuxième, je vais être assez bref, mais je pense qu'il est tout aussi important, et c'est peut-être sur celui-là que tu voulais que j'insiste plus, si je ne me trompe, c'est le rôle des autres partis. D'autres partis de droite, mais parfois aussi de gauche, qui contribuent à une forme de banalisation des idées. Alors là, pour le coup de l'extrême droite, qui en récupérant parfois certaines expressions, en France, les Républicains, bon, finalement, certains, notamment Éric Ciotti, ont franchi le pas, ou en tout cas presque dans les faits, complètement, mais en récupérant des expressions type grand remplacement, type ensauvagement de la société, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut reprendre, et donc qui, d'une certaine manière, viennent légitimer l'idée que ce ne sont pas des termes si graves que cela, qui ne traduisent pas une réalité si éloignée que cela, d'après eux, que ce que vit réellement la population. Parfois, ça va même jusqu'à récupérer les propositions même formulées par ces partis. Et puis, dans certains cas, ça va jusqu'à mettre en œuvre, lorsqu'on est au pouvoir, les propositions initialement défendues par ces partis. On a certainement beaucoup de cas en tête. Le cas sans doute le plus marquant, à mon sens, c'est celui de Viktor Orban, en Hongrie, qui historiquement n'est pas un leader d'extrême droite. Il est devenu d'extrême droite à force de vouloir vider de sa substance un autre parti d'extrême droite, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le Jobbik, un des plus radicaux d'Europe à travers le temps. Et aujourd'hui en Hongrie, on est dans une situation où Viktor Orban semble être le leader d'extrême droite, ce qui est vrai, et le Jobbik aujourd'hui paraît beaucoup plus respectable, alors qu'en fait, c'est quand même lui qui avait mis en place une milice paramilitaire au début des années 2000, comme je le disais tout à l'heure. Il est quand même radical. Et donc on voit qu'il y a cette banalisation qui passe à nouveau par des formations de droite, parfois aussi de gauche, singulièrement au Danemark par exemple. Certains propos de Conor Rousseau en Flandre peuvent aussi être questionnés. Évidemment, Georges-Louis Boucher dans une certaine mesure, et d'autres représentants d'autres formations politiques aussi en Belgique, mais qui ainsi vont avoir pour effet aussi de libérer un petit peu le vote ou l'expression en faveur d'une formation d'extrême droite. Et donc je pense que ce sont deux ingrédients supplémentaires qui permettent de comprendre ce nouveau souffle de l'extrême droite aujourd'hui, indépendamment des éléments de contexte sur lesquels surfe bien entendu l'extrême droite et les éléments de communication qu'elle développe et qu'elle maîtrise particulièrement bien. Mais j'avais un troisième point en tête, c'est que, en tout cas, quand la presse internationale parle de la Belgique, on vante toujours notre cordon sanitaire comme l'arme suprême. Mais tu l'as dit tout à l'heure, les idées d'extrême droite, elles se propagent quand même en Belgique francophone. Donc, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, il y a aussi un discours, un langage qui est repris par les médias peut-être, ou par d'autres partis. Est-ce que tu as des exemples précis en tête en Belgique francophone, malgré le fait qu'il n'y ait pas de parti d'extrême droite, malgré le fait qu'il y ait un cordon sanitaire, ces idées, elles se répandent? Bon, évidemment, les réseaux sociaux sont très importants. Il y a le fait qu'il y a un discours ambiant qui, de manière générale, dans la société, que ça peut être à une fête de village, ça peut être à énormément d'endroits qui se
se répandent également. Lors d'une conférence, il y a une dizaine de jours, quelqu'un me disait « Je suis régulièrement confronté de la part d'amis, de personnes qui tiennent des discours xénophobes, racistes, par exemple. » Alors il partageait un petit peu son expérience en termes de réaction par rapport à ces propos. Je crois, et à mon avis, tous et toutes ici avons des exemples concrets en tête. Donc ça passe aussi par les interactions sociales, tout simplement, je pense. Évidemment, les réseaux sociaux sont importants. Les médias classiques, alors certes, on a un cordon sanitaire médiatique, en plus du politique, en Belgique francophone, mais on suit quand même pas mal aussi les médias français depuis la Belgique francophone. Et donc on suit aussi, notamment Cyril Hanouna, qui est diffusé, qu'il est encore, en tout cas pour le moment, sur nos chaînes, nos télévisions en Belgique, et qui reçoit pas seulement des représentants politiques dans le sens partisan de l'extrême droite, mais aussi des leaders de mouvements, Thaïs Descuffon ou d'autres, clairement à l'extrême droite, et qui ne représentent, d'un point de vue électoral, pas tellement... Enfin, qui ne représentent personne d'un point de vue électoral. En termes de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, c'est évidemment autre chose. Et donc, ça permet la circularité de ces idées. Les quelques militants de chez nous qui ont formé le noyau dur au départ en Wallonie, pour la plupart, se sont inspirés ou ont été inspirés de l'extrême droite française. Soit le Rassemblement national, soit anciennement Génération identitaire ou tous les autres mouvements qui existent, le collectif Némésis, qui se présente comme féministo-identitaire en France, qui ont inspiré beaucoup, y compris en Belgique, et se sont dit mais il nous faut la même chose en Wallonie. Clément, est-ce que cette normalisation des idées d'extrême droite et cette récupération par des partis ou des médias, disons, plus traditionnels, c'est quelque chose que tu observes aussi, que tu as pu observer? Est-ce que ça s'est passé dans les années 30 aussi? Est-ce que tu l'as observé? Alors, pour le coup, non, et pour diverses raisons. La première, c'est que la majorité des idées rexistes, là on a beaucoup parlé du ballet, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Rex l'a pas inventé, Rex l'a pas créé non plus. Ils sont allés le chercher chez les catholiques, chez les socialistes, qui 5-10 ans avant avaient déjà eu cette attitude-là et avaient déjà voulu, sans dire les termes balayer les pourris, mais chercher à rendre la vie politique un peu plus saine. Et la grande particularité de Rex, enfin grande particularité pas forcément, contrairement à d'autres partis, c'est que la période de la collaboration à partir de 1940 a tellement radicalisé le mouvement et radicalisé la pensée rexiste aux yeux de la population, aux yeux du monde politique, qu'en sortie de guerre, avec la question royale, avec tout ça, les idées rexistes, elles sont passées à la trappe. Et il n'y a pas eu de récupération. Par contre, il y a des mouvements qui, bien plus tard, et dans les années 70, se sont réclamés du rexisme. Et il y a eu alors je crois que c'est 74, il faudrait que je cherche, mais il y a eu une liste rexiste aux élections provinciales qui se réclamait du rexisme originel de 1936 et de Léon Degrelle. Mais on n'a pas vraiment eu de récupération, c'est plus le rexisme qui allait récupérer les idées plutôt que les autres qui récupéraient le discours de l'extrême droite. Mais mettons le grand côté, enfin le soir n'allait pas faire un portrait, une interview intime de Léon Degrelle en 1936. Non, le Soir a gardé le Soir était un journal très traditionnel et très neutre, c'est-à-dire que c'était comme des dépêches où on n'avait pas vraiment d'informations dedans. Enfin, si on avait des informations, mais pas vraiment d'avis. Par contre, c'est l'extrême droite française et les journaux français qui sont venus, et même jusqu'à des journaux pas forcément à droite, dont Marianne, qui ont fait des portraits de Léon Degrelle en 36, 37, 38. C'est français. C'est toujours fou. Oui, mais c'est le problème, et je suis désolé qu'on vous ait donné Cyril Hanouna, hein, vraiment, je suis désolé. Mais, ok. On va passer à la dernière partie, la résistance. Comment est-ce qu'on fait avec tout ça, après ces constats? Quels sont les leviers d'action contre la diffusion des idées d'extrême droite? Benjamin, comment est-ce qu'on résiste collectivement au niveau de la société civile, mais aussi au niveau médiatique et politique contre la diffusion de ces idées? Je pense que la responsabilité, elle est collective d'une certaine manière. Il m'est arrivé de rencontrer des représentants politiques qui me disent « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Dans certains médias, notamment étrangers, en me disant « Tiens, comment fonctionne votre cordon sanitaire? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Je pense que ce serait un leurre de se dire « Une personne ou un type d'acteur a une responsabilité et c'est tout. » Je crois que la responsabilité est partagée. Il y a une responsabilité politique, notamment par rapport à cette banalisation des
des idées qu'on a évoquées, par rapport aux relations avec les représentants de l'extrême droite. On parle souvent du cordon sanitaire politique, c'est en effet ne pas gouverner avec l'extrême droite, mais c'est plus que cela. Aujourd'hui, côté francophone en tout cas, ce cordon sanitaire politique qui à l'origine ne faisait que quelques lignes, fait plusieurs pages. Il inclut, y compris le fait de ne pas entretenir de relations de sympathie avec des représentants de l'extrême droite, de ne pas débattre en direct, que ce soit une interview croisée dans les médias papier ou à travers, par exemple, un débat télé ou radio avec des représentants de l'extrême droite. Ça, c'est un type d'élément, une responsabilité politique. Responsabilité médiatique, moi je viens déjà de le dire brièvement, il y a ce cordon sanitaire médiatique, quand même en place depuis décembre 91, donc un vieux mécanisme qui existe toujours, et je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est une exception européenne, pour ne pas dire plus, je ne connais pas le système médiatique de l'ensemble des États du monde pour affirmer que c'est une exception mondiale, mais en tout cas c'est extrêmement rare, et ça permet d'éviter que l'extrême droite ait un temps de parole libre et en direct. Alors, par extension, souvent c'est un peu plus que cela, mais en tout cas, ça c'est ce que prévoit en soi le cordon sanitaire médiatique, et qui a un double effet malgré ces réseaux sociaux qui vont quand même permettre à ces formations ou ces mouvements d'avoir une visibilité. Le premier effet, c'est que ça va réduire malgré tout la visibilité de ces partis, de leurs représentants, même s'ils en ont quand même, mais ils en auront quand même moins. Et lorsque je rencontre des représentants de l'extrême droite, par exemple du parti Chez Nous ou d'autres partis, souvent on me dit, mais notre grande difficulté, c'est de se faire connaître. On doit vraiment mettre les bouchées doubles ou triples ou même quadruples pour essayer d'être connu, même un dixième de ce qu'on pourrait être, parce qu'on a cette difficulté. Le deuxième impact de ce cordon sanitaire médiatique, c'est que ça vient justement rompre, ou en tout cas couper l'herbe sous le pied de toutes ces stratégies de dédiabolisation qu'essaye de mettre en place l'extrême droite. Ça vient un petit peu lutter contre cette idée selon laquelle les partis d'extrême droite, ce sont des partis comme les autres. Responsabilité médiatique donc aussi. Troisième type d'acteur, très important aussi, la société civile. Au sens très large, ça peut être les mouvements antifascistes qui vont s'organiser de différentes manières, empêcher même que des représentants de l'extrême droite puissent se réunir, organiser une action. Et là aussi, c'est un élément fondamental aujourd'hui pour certains partis ou certains représentants de l'extrême droite. Il y a cette volonté, avec les réseaux qui peuvent fonctionner, de se dire on peut réunir plusieurs centaines de personnes, mais lorsqu'il est question de passer d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus compliqué, c'est notamment l'action, le fait de certains segments de la société civile, qui ne se limitent pas à cela, ça peut être aussi décoder les discours d'extrême droite, comment lutter contre les fake news, par exemple, l'analyse de médias qui peut s'opérer, notamment dans les écoles secondaires, par exemple, auprès des plus jeunes, mais pas seulement, bien sûr. Donc on voit que la responsabilité, elle est assez large. On pourrait même y ajouter des services de renseignement et de sécurité qui ont un rôle fondamental par rapport aux formes les plus radicales de ces extrêmes droites, c'est-à-dire les formes les plus violentes qui peuvent conduire à certaines actions terroristes. Parce que oui, c'est encore une réalité à travers l'Europe et le monde. Et il y a des cas qui sont déjoués de temps en temps, y compris en Belgique, d'actions terroristes potentielles. Donc je pense qu'il y a vraiment une responsabilité collective, mais notamment au sein de la société civile, qui est très importante et qui a pu être démontrée, notamment la société civile, le rôle des médias, par exemple par rapport au développement du parti Chez Nous. Et oui, le rôle des médias de ne pas interviewer l'extrême droite, mais aussi d'utiliser les bons termes et justement de ne pas reprendre le vocabulaire, de ne pas normaliser un vocabulaire inacceptable. On y veille en tant que journaliste, mais parfois moi je vois passer vraiment des choses qui me rendent malade. Mais à Liège, notamment, les antifascistes ont été très actifs contre le parti Chez Nous, qui n'a pas pu, je crois, organiser de meeting. Donc bravo. Mais dans les années 30, c'est aussi il y avait les meetings rexistes ont aussi été sabotés par les communistes. Oui, tout à fait, par les communistes, les socialistes, les anarchistes. On a eu tout un mouvement. En fait, chaque meeting rexiste était sous haute surveillance de la part des rexistes qui avaient créé leur propre service d'ordre. Parce que la jeune garde socialiste, les jeunes communistes et quelques anarchistes aussi essayaient, soit dans les cas les plus extrêmes, de faire un attentat contre Léon Degrelle. Il en a quand même, juste en 1936, il en a connu 5. Il en a beaucoup joué aussi en disant que c'était un martyr de la politique, que les rouges voulaient l'abattre, voilà. Ça vous rappelle quelqu'un ? Voilà. Soit en venant directement en fait dans le meeting et essayer soit de couper celui qui venait parler,
soit en essayant de sortir les gens, de couper l'électricité, ça s'est vu. En 1937, Léon Degrelle fait un immense meeting, ils sont 60 000 au Palais des Sports de Bruxelles, et les jeunes socialistes viennent couper le courant. Donc sans micro, sans rien, devant 60 000 personnes, voilà, il n'y avait plus rien. Donc oui, on a eu ça, on a eu en fait des actions qui étaient pas graves, il y avait sans gravité pour les personnes, et des cas extrêmes où effectivement à Seraing, Léon Degrelle s'est fait tirer dessus, semble-t-il, par des socialistes. Enfin, d'après Léon Degrelle, c'était des socialistes. On n'a pas de preuves et la police la gendarmerie a vite arrêté ces investigations. Mais voilà, ou aller jusqu'à des bombes ou des choses comme ça. Et c'est des méthodes qui sont retrouvées pendant la guerre, parce que les mouvements de résistance sont construits aussi sur ces premières cellules-là. Et on fait, je crois qu'il y a 3 ou 4 attentats contre la centrale rexiste bruxelloise et des attentats à la bombe qui ont causé des morts. Et donc on a toute une martyrologie qui se crée, des morts rexistes tués par l'infamie du communisme. Parfois on lit qu'ils ont été commandités par l'URSS. Enfin voilà. Ne plaçons pas des bombes, mais résistons collectivement. Et c'est notamment la mission des territoires de la mémoire. Et notamment à travers l'éducation, ce qui m'amène à conclure avec une transition merveilleuse, puisque les territoires de la mémoire, et je leur en suis très reconnaissante, et vraiment c'est super, ont créé un dossier pédagogique qui accompagne mon documentaire. Je crois qu'il y a des petits flyers à l'entrée avec un lien vers le docu, si ça vous intéresse. Et en cet épisode et le dossier pédagogique, et dans le dossier on revient justement sur ça, sur la propagande d'aujourd'hui, la propagande d'hier, l'extrême droite, comment lutter, comment s'armer, comment regarder en arrière pour s'emparer du présent, et que faire de nos histoires pour ne pas répéter cette histoire, et peut-être couper la continuité un jour, qui sait. Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Clément. Merci. Merci beaucoup à vous. Je sais que vous avez chaud, mais si peut-être qu'on peut quand même prendre quelques questions, s'il y a des questions dans la salle. Pensez-vous qu'un extrême, une gauche, ne crée pas aussi l'émergence de l'extrême droite? Donc plus on est extrême d'un côté, plus on crée l'extrémité de l'autre. Est-ce qu'on prend 2-3 questions et puis on répond, ou ce sera plus simple, je crois? Concernant l'extrême droite en Wallonie, vous ne pensez pas qu'il manque un leader? S'il y avait un leader ici en Wallonie, ça marcherait mieux. On passe un casting à la fin de la soirée. Une dernière question? Moi, j'aimerais quand même faire une remarque sur le ballet. En fait, comment déjà, le Governator, comment il s'appelait déjà, l'acteur de cinéma en Floride, qui est devenu gouverneur, il a changé de bière, il a utilisé le ballet en fait aussi. Un grand esprit. Vous disiez que l'extrême droite arrive parce qu'il y a une certaine défection dans la croyance, dans la confiance chez les politiciens. Et d'où vient cette méfiance maintenant dans les politiciens? Aujourd'hui ou dans les années 30? Aujourd'hui. Merci. Ok, on répond dans l'ordre des questions? Allez, une dernière. Vous ne pensez pas que s'il y a, enfin heureusement d'ailleurs, s'il n'y a pas d'extrême droite en Wallonie, enfin en francophone, ou à Bruxelles francophone, c'est parce que des partis traditionnels ont pris le relais, et notamment un, mais je ne vais pas le citer, ont pris le relais, donc du coup, ça a fait de la partie de Bruxelles. Et moi, je crois aussi à ce qu'Anna Arendt disait, que finalement, sur la banalité du mal, c'est que les hommes et les femmes ne pensent pas. Et donc, en fait, faire en sorte que ça puisse émerger, enfin, qu'ils ne pensent pas. Enfin.
Merci pour ces questions. Alors, je vais peut-être y répondre, enfin, en tout cas, à certaines d'entre elles, on va se partager les questions, mais peut-être pas dans le même ordre qu'elles ont été posées, parce que je pense qu'entre la deuxième et la quatrième, il y a un lien. Finalement, ce sont les raisons qui expliquent la faiblesse de l'extrême droite en Belgique francophone, ou Wallonie. Je pense qu'il y a plusieurs causes. Je pense que l'absence de leader est effectivement une cause. L'absence d'un leader suffisamment charismatique, suffisamment capable de réunir aussi les différentes chapelles de l'extrême droite, parce que oui, il y a un fond idéologique commun, mais il y a aussi des petites tensions sur certains plutôt catho-tradis, par exemple, qui alors auront des discours beaucoup plus musclés encore sur les Vras ou d'autres éléments de ce type, on n'en a pas encore parlé, d'autres qui vont davantage développer un discours qui se présentera comme libéral, défenseur notamment, par exemple, des personnes homosexuelles, mais dans l'objectif de mieux s'opposer à ceux qui sont considérés comme la vraie menace pour les droits et libertés de ces personnes, c'est-à-dire les musulmans, évidemment, dans leur discours fin de guillemets. Donc je crois que c'est un facteur important. Les dissensions propres à l'extrême droite sont aussi un facteur important pour comprendre pourquoi elle est si faible. Et on le voit encore aujourd'hui, le parti chez nous est en pleine implosion pour le moment. Il y a deux présidents qui se disent présidents du parti qui ne se reconnaissent pas mutuellement, alors que c'est déjà un parti qui est quand même plutôt petit et qui peine à se développer davantage. Seulement 6 listes en Wallonie pour les élections locales, je crois que je le disais tout à l'heure. Il y a d'autres facteurs, le cordon sanitaire médiatique, le rôle de la société civile, je ne vais pas revenir davantage. Peut-être un autre encore par rapport à la Flandre, c'est le rôle du nationalisme d'une certaine manière, ou du sentiment d'identité nationale qui est assez clair en Flandre. On a un sentiment d'appartenance à la nation flamande. Toutes ces personnes ne sont pas proches du Vlaams Belang, bien entendu, mais ça facilite un discours d'extrême droite qui, par essence, est nationaliste. Ça lui permet d'être plus audible, de mieux s'accrocher dans la société. De ce côté du pays, ce sentiment d'identité nationale, il est beaucoup plus flou, beaucoup plus vague. Certains sont plutôt wallons, d'autres francophones, belges, européens. D'où fut le génie, entre guillemets, du parti chez nous, de s'appeler chez nous, parce qu'en disant cela, il ne disait pas chez qui c'était d'une certaine manière. Alors, la dernière question qui revient aussi sur les causes, il est clair, et je l'évoquais tout à l'heure, qu'il y a une forme de banalisation des idées de la part de toute une série des partis traditionnels. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils deviennent d'extrême droite. Je citais tout à l'heure qu'Conor Rousseau, Voreut n'est pas devenu d'extrême droite. Le MR, à mon sens, n'est pas un parti d'extrême droite, même s'il peut effectivement y avoir des ruptures du cordon sanitaire de la part de son président actuel, qu'il peut y avoir certaines expressions, certaines propositions parfois aussi, qui font appel du pied aussi à un électorat d'extrême droite. Et on a pu le mesurer notamment sur la base de données fournies par le Civipol, centre de recherche de l'ULB et Pascal Deluit notamment, qui ont permis de voir les transferts de voix entre 2019 et 2024. On voit que près de 70% des personnes qui avaient voté pour le Parti populaire et les listes de Stex en 2019 ont voté, alors on est un petit peu à moins de 70%, je n'ai plus les données exactes, mais on est dans les 60%, ont voté pour le MR le 9 juin dernier. Donc on voit l'effet que ça peut produire, et à certains égards, la volonté de renforcer encore ce type de discours. Mais je ne crois pas que ce sera suffisant pour bloquer l'extrême droite, suffisant, si j'ose dire, pour bloquer l'extrême droite. Il suffit de regarder le côté français, où les républicains se sont toujours plus radicalisés à certains égards, mais le Rassemblement national se porte toujours bien, parce qu'il y en a toujours qui se disent, finalement, on préfère l'original à la copie, d'une certaine façon. Alors la question sur... Je vais quand même répondre en partie à celle-là, si tu me le permets, sur la démocratie et la désaffection démocratique, puisque j'en parlais tout à l'heure. Difficile à dire, simplement, c'est vrai que la démocratie représentative, alors je ne vous regarde pas parce que je ne sais plus exactement où était la question, mais la démocratie représentative, elle est par définition perfectible. Une démocratie idéale, c'est une démocratie où toutes les lois sont ratifiées par le peuple systématiquement. Déjà, Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, le concevait comme ça, mais on sait bien que ce n'est pas possible, et donc automatiquement, cette manière de faire démocratie, d'organiser le vivre ensemble, elle est perfectible, elle peut s'améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer certainement par rapport au fonctionnement de notre démocratie représentative. Et l'extrême droite, évidemment, elle joue là-dessus, elle joue sur ces différentes faiblesses. Bon, si on regarde du côté suisse, j'en parlais tout au début tout à l'heure, c'est un modèle démocratique pour beaucoup d'États européens, où le gouvernement est élu par le Parlement, où vous avez une tournante plus régulière pour les missions notamment de chefs d'État et chefs de gouvernement. Vous avez ces outils de démocratie directe que sont le référendum d'initiative populaire aussi. Pourtant, l'extrême droite arrive encore à s'embrécher, à rentrer, là où on perçoit les difficultés démocratiques qui peuvent exister. Ça, ce sont les éléments liés au modèle de démocratie en soi. Côté de cela, il y a ce qu'on en fait, je dirais. Et là aussi, il y a des hommes et femmes politiques
tout parti confondu, surtout ceux qui à un moment donné se rapprochent du pouvoir, parce que c'est là que ça peut offrir des possibilités, si j'ose dire, qui vont par des scandales de corruption, des scandales politico-financiers aussi, eh bien, amoindrir finalement la confiance que les citoyens ont accordée à eux, mais aussi dans le fonctionnement de cette démocratie. Et puis, troisième élément, et il y en a certainement d'autres que l'on peut citer, mais juste pour donner quelques pistes ici, c'est le rôle des réseaux sociaux sans doute aussi, et de la circulation des fake news, de la désinformation, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on peut être davantage scandalisé sur quelque chose qui n'est pas en soi nécessairement scandaleux, simplement, ça dépend ce qu'on fait d'un fait d'actualité. On a cité indirectement Donald Trump tout à l'heure, les 6 ingrédients ou les 7... je ne sais plus, faisait franchement penser aussi à Donald Trump. On a l'impression que c'est la recette qu'il a suivie pour devenir président en 2016, si ma mémoire est bonne, qu'il est encore en train de mettre en place. Et là aussi, le fait de jouer et de creuser, parfois encore plus, la méfiance de la population dans le système démocratique, c'est une mission qu'il fait réellement. Je passe la parole, il y avait encore une question. J'avais juste un mini par rapport à Donald Trump. C'était il y a déjà quelques années, mais j'avais participé à un atelier sur les fake news. Et en fait, c'était un peu absurde, mais c'est très drôle de faire l'exercice intellectuel. On devait donner une proposition qui était fausse. C'était n'importe quoi. Et la personne en face devait argumenter pourquoi c'était n'importe quoi. Notre groupe, on avait dit, si on mangeait tous des pop-corn, ce serait une solution, quoi. C'est absurde. Mais en fait, à partir du moment où on est obsédé dans une idée, quoi qu'on nous dise en face, non, il n'y a aucune étude qui prouve que manger des pop-corn 3 fois par jour, c'est mauvais pour la santé. Et donc en fait, c'est aussi ce principe-là. À partir du moment où on est obsédé par un truc, et si on le répète, en fait, tu peux avoir les arguments les plus bétons du monde en face, c'est chiant à écouter, ça prend longtemps. Et donc, en fait, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les fake news sur les réseaux sociaux fonctionnent si bien. Mais bon, je vais pas... Il y a plein d'études là-dessus. Mais je trouvais que ce petit exercice était très parlant pour revenir sur ces idées obtus qui, en fait... Et puis, juste pour revenir aussi sur ce ressentiment par rapport au système politique, il faut aussi dire que notre système politique en Belgique est très complexe. Et que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, sans jugement aucun. Moi, parfois, je ne comprends pas non plus. Et que voilà, ça fait partie aussi peut-être d'un sentiment de... J'y comprends rien, et en fait, c'est trop compliqué, il y a trop d'élus, ça coûte de l'argent, ils dépensent une... C'est vrai que quand on voit qu'ils dépensent 7 millions en 4 mois sur les réseaux sociaux d'argent public, on peut... Voilà, est-ce que ça donne confiance ? Tout ça, c'est légitime, en fait, cette part de... Elle peut être légitime, cette part de confiance. Je ferme la parenthèse. Clément. Oui, sur la question de est-ce que l'extrême droite est créée par l'extrême gauche ou vice-versa, si c'est bien votre question. De quoi, pardon ? Oui. Je pense que c'est surtout une question de positionnement. C'est qu'il y a obligatoirement un extrême dans toute démocratie. Par contre... l'extrême droite, et c'était le cas dans les années 30, et c'est encore le cas maintenant en fonction des pays, ne s'attaque pas forcément qu'à son alter ego, son autre extrême de l'autre côté de l'échiquier politique. Il s'attaque aussi à des partis dont ils sont issus. Quand on voit que Éric Ciotti, qui en France peut être clairement classé d'extrême droite, il faut maintenant dire les choses, s'attaque à ses anciens camarades de route des Républicains, de l'UMP, qui étaient encore avant le RPR, et qui se réclament encore de De Gaulle. Quand on regarde la politique américaine, aujourd'hui, on considère que Kamala Harris est de gauche. Si on transpose ces idées en Belgique, si on les transpose en France, en réalité, c'est de la droite assez radicale. Ils sont pour avoir 2 semaines de congé maternité. Alors, je ne connais pas la législation belge, mais en France, on est un peu plus de 2 semaines. Donc, en fait, c'est toujours une question de où est-ce qu'on se positionne vis-à-vis des extrêmes. Il y aura toujours des extrêmes, même si on enlève l'extrême droite, même si on enlève l'extrême gauche, au final, on aura toujours une aile extrémiste côté socialiste, et de même chez les libéraux, de même chez l'EMR ou ex-UMP, LR, je me retrouve plus avec leur changement de nom, chez nous. On aura toujours ça. Donc au final, non. Et ces extrêmes-là ne se battent pas contre leur alter ego. Et ça, je pense que c'est important. Et surtout, ces extrêmes viennent souvent de scissions sur des partis qui étaient déjà très à droite ou très à gauche. Ce qui est le cas notamment en France, une partie que je connais le mieux sur la scission PS-PCF, ça venait d'une scission d'un mouvement qui était regroupé ensemble avec une aile extrême et une aile moins extrémiste. J'espère avoir répondu à votre question.
Non. On en parlera après si vous voulez. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous et n'hésitez pas à prendre le petit flyers en sortant et à bientôt.